Donc Céline Braque va nous présenter la partie du sondage BVA qui concerne ces utopies revisitées ou ces utopies tout court. D'ailleurs, on vient d'en voir une, on va revenir là-dessus tout de suite. Allez-y, Voilà. Céline. Alors, qu'est-ce qu'on entend ou qu'on lit régulièrement? Crise, crack, dèche. Et c'est bien dur parfois de ne pas se laisser gagner par cette morosité, voire même parfois par l'angoisse qui peut être véhiculée par les médias. Et dans les sondages que nous pouvons effectuer, notamment auprès des chefs d'entreprise, ce que l'on peut constater régulièrement, c'est que les mêmes qui vont se montrer très positifs en regardant leur carnet de commandes vont se montrer extrêmement négatifs sur l'état de l'économie française et du coup, ça va impacter aussi ce qu'ils nous disent sur leur investissement pour l'année suivante ou pour les années qui viennent. Bon, et c'est vrai que le risque, c'est de créer de nouveaux réflexes qui finissent par rendre crédibles les fantasmes de catastrophe et ça peut devenir de la prophétie autoréalisatrice. Mais s'il est bien vrai que les Français sont négatifs, sont pessimistes par rapport aux autres citoyens du monde, eh bien, ça ne veut pas dire non plus que ce sont des fatalistes. Et la nuance est importante. Du coup, je vais vous montrer dans notre sondage pour Le Monde, sur simplement quelques questions. Nous avons divisé notre échantillon de Français en deux sous-échantillons de Français représentatifs. C'est ce qu'on appelle un split sample, oui, on divise notre échantillon en deux. Et au premier sous-échantillon, nous avons demandé un accord ou un désaccord avec de simples affirmations. Et à l'autre sous-échantillon, nous avons posé des questions autour de la même idée, mais assorties cette fois de contreparties ou poser encore des questions plus personnelles. Bon, c'est pas forcément très clair ce que je raconte là, mais ça va l'être un peu plus avec l'illustration en chiffres. Et la démonstration, vous allez le voir, est éloquente. Vous voyez, 59% des Français nous disent qu'ils n'ont pas confiance en l'avenir du pays. Mais 92% des Français estiment que la France a des atouts et qu'il n'est pas trop tard pour rebondir. De même, 88% des Français estiment que nous sommes dans une société d'individualistes. Mais quand on les interroge sur eux-mêmes, eh bien les Français nous disent qu'ils sont prêts à s'engager dans une clause sociale. Et ça, c'est un classique de ce qu'on peut observer en sondage, c'est-à-dire la différence entre le macro et le micro. Enfin, plus de la moitié des Français déclarent qu'il est hors de question de leur demander de nouveaux sacrifices. Mais on avait déjà vu ce chiffre tout à l'heure, 80% des Français sont prêts à accepter des sacrifices à condition que les efforts soient justement répartis et que la direction proposée soit claire. Donc, de ces apparentes contradictions, mais seulement apparentes, les Français finalement répondent à la question qu'on leur pose, tout simplement. Eh bien, on peut se dire que pour se sortir d'une vision dépressive des choses, eh bien, il faut voir les exemples positifs, il faut donner des axes et il faut aussi rationaliser l'approche de la situation parce qu'au fond, qu'est-ce qui nous inquiète vraiment? Sommes-nous certains que nos inquiétudes sont toujours bien fondées? Changer d'état d'esprit participe évidemment à changer au moins un peu l'état des choses. Merci Céline. Merci BVA. Donc, mon nom est Didier Pourquerie, je suis rédacteur en chef au Monde et on va là faire une table ronde consacrée. Alors, au départ, ça fait un peu peur le thème, l'utopie revisitée. Mais on va essayer d'être assez concret, hein, je compte sur vous, assez concret pour tracer les pistes. Il se trouve que la semaine dernière, aux Assises internationales du roman que le Monde co-organise à Lyon, le grand écrivain italien Claudio Magris évoquait justement notre besoin permanent de résister au découragement en parlant de notre besoin d'utopie. Non pour réaliser ces utopies, parce qu'on a vu qu'elles peuvent se transformer pas mal en enfer, mais parce qu'il faut avoir des projets pour le futur. Pour le futur. C'est intéressant d'ailleurs, parce que la fin des deux précédentes tables rondes, aussi bien Emmanuel Duez que le cofondateur de Kiss Kiss Bang Bang, nous ont parlé d'économie collaborative, mais aussi de choses très pragmatiques finalement. Leur utopie à eux, c'est une utopie pour tout de suite. Donc on va réfléchir à tout ça. En tout cas, Claudio Magris disait qu'on a besoin d'utopie. Et il rappelait la phrase de Brecht qui disait « Rends le monde meilleur, il en a besoin ». Donc pour parler de ça, ces utopies qu'il faut réinventer, d'ailleurs est-ce que ce sont des utopies collectives ou des utopies individuelles?
Est-ce que c'est une démarche qui englobe tout le monde ou est-ce que c'est une démarche de petits groupes? Nos amis vont nous éclairer. Moi, je participe d'une génération qui est pas du tout la génération Y, mais la génération pour laquelle il y avait une utopie qui avait un nom, c'était l'Europe. Et puis là, c'était très concret parce que c'était une utopie, c'est un lieu l'Europe. Et c'était, on a bien vu que l'Europe s'est noyée dans l'économie, puisqu'elle a mis l'économie en premier. Et du coup, elle fait plus rêver grand monde, je dois dire. Donc on va voir tous ces points avec les participants de cette table ronde, puisqu'on a avec nous un économiste, Michel Rocard, un homme politique, Michel Rocard, et un économiste aussi, et brillant aussi, un économiste, Philippe Dessertine, qui nous aidera là-dessus aussi, une experte en développement durable, Bettina Laville, et Taniam, qui est ce que je vous décrirais comme passeuse de savoir. Il y a plusieurs façons de parler de vous, mais en tout cas... Alors, on va commencer par Michel Rocard. Alors, Michel Rocard, il faut que vous nous disiez un petit peu... D'abord, j'aimerais que vous réagissiez à ce qui s'est dit un peu ce matin, parce qu'il faut faire le lien avec ce qui s'est dit juste avant. Et ensuite, comment vous voyez cette question très, très concrète, finalement, on a besoin d'une utopie, comment on peut la reconstruire? Michel Rocard. Question terrifiante. Puis en plus, mon embarras, c'est que j'ai beaucoup à dire sur ce qui se passait avant et que vous-même venez de faire allusion à une réaction sur ce qu'il fallait se passer avant. En plus, vous m'avez présenté comme économiste. Je n'ai aucun diplôme et aucun titre dans ce domaine. Je suis là plutôt autodidacte. Je suis un bricoleur de mécanique de décision publique comme métier. Et en fait, pas beaucoup plus. Mais permettez-moi un petit mot d'émotion quand même. Parce que je prends cette immense réunion et tous ceux qui sont là pour les petits-fils du groupe des 10. Et comme nous sommes 5 ou 6 ancêtres qui faisaient partie du groupe en question, ça fait quand même un petit quelque chose là. On a tous nos égos et nos narcissismes. Quel plaisir de retrouver le groupe des 10 à cette taille. Et l'inspiration, merci. Alors, demande besoin d'utopie, je partage, etc. Mais il faut la dire. Et dans le fait de la dire et de la proclamer, il y a une allusion implicite là aux politiques, alors qu'il y a eu plein d'illusions explicites aux politiques tout à l'heure. Et puis il y a eu des soulignages du manque de responsabilité des politiques n'ayant pas été capables de pousser dans toutes les directions qu'on a vues. Je voudrais dire un peu d'agacement sur la manière dont le politique est venu dans les conversations ce matin. Et un peu d'agacement devant l'insuffisance du regard du savoir, du regard universitaire sur ce que c'est vraiment que la politique. En tout cas, les références implicites aux politiques et le fait que vous demandez à un politique de parler de l'utopie possible laisse supposer qu'on croit qu'ils ont toujours le pouvoir. Et la demande de ce matin, ici ou là, ne me répondez pas encore. La demande vers le politique était une demande de quelques décisions. Le plus souvent de demandes positives, d'appuyer, d'étendre, mais aussi de demandes d'interdictives. Il y a des comportements contre-performants. Je n'ai que 50 ans de métier pour m'autoriser à dire l'horreur que je vais dire, mais je pense que ça me suffit. En plus, j'ai eu la chance d'une expérience diversifiée et pas trop lampiste. Le politique demeure comme greffier, donnant par sa signature sa forme de décision politique à un choix, pris n'importe comment et dans diverses conditions, peu importe. Mais c'est plus lui qui les fait. 50 ans d'observation encore une fois, et depuis le sommet. Les décideurs aujourd'hui, c'est d'abord la science et la technique. Personne n'y peut rien. La capacité d'infléchir, d'orienter, de récuser des décisions éthiquement dangereuses est nulle. C'est deuxièmement le pouvoir bancaire. Je reparlerai un peu de la finance dans une seconde remarque, je n'en dis pas plus maintenant. Mais je vois qui décide. Et troisièmement, le pouvoir médiatique. Et cette évacuation du politique est liée à deux catégories de choses sur lesquelles je voudrais dire un tout petit mot. Premièrement, c'est difficile de créer du pouvoir, les hommes n'acceptent pas beaucoup. Et finalement, sur une longue période, l'humanité n'a réussi à ce que cristallisent des vrais pouvoirs qu'à deux niveaux. La commune et la nation.
On n'a pas réussi à étendre le concept, si bien qu'il n'y a pas de pouvoir aujourd'hui au moment où il en faut, là où il en faudrait. Sur le monde, c'est-à-dire Le sur le premier, global. c'est l'agglomération ou le pays rural plutôt que la commune, où là se joue la communauté, les réseaux, les déchets, tout ce que vous voudrez, la communauté d'un vrai destin social. Et la seconde, c'est le continent ou le monde, parce que la totalité des problèmes qu'on dit ici, je pleurnichais tout à l'heure dans ma tête devant le sondage que BVA et alors, sa délicieuse présentatrice nous donnait, il est centré sur la France. C'est idiot. La crise mondiale dans laquelle nous sommes concerne absolument tout le monde sans exception, et la France n'est en aucun cas à la taille nécessaire pour s'en débrouiller toute seule. C'est dommage. Il aurait fallu le dire un peu au sondé quand même, ça aurait peut-être aiguillé la réflexion. Mais maintenant, au niveau du continent déjà, et surtout du monde, nous sommes en recherche de consensus, c'est-à-dire d'unanimité entre des détenteurs de pouvoir dont ça heurte les intérêts. C'est presque impossible. Puisque c'est l'héritage du groupe des 10 qui travaille ici dans la Fondation, le sujet, peut-on pousser mieux à la création, à l'éruption d'un vrai pouvoir? Un pouvoir, c'est aussi celui de déplaire, au niveau européen déjà, et au niveau mondial, la gouvernance mondiale. Je n'ai pas lu ce mot comme préoccupation du programme. Je ne l'ai entendu dans la bouche de personne. Pour moi, c'est la crise des crises. C'est le commencement du reste. Et donc, je crois que c'est relativement important. Et puis, la seconde catégorie de choses, pour le peu de pouvoir qui reste, c'est que le pouvoir de décider a été évoqué. Vous avez vu le sondage là, qui finissait, les gens deviennent optimistes à partir du moment où les difficultés et les contraintes leur sont expliquées. L'explication est maintenant interdite aux politiques. Depuis la suprématie du règne de l'image, notre société fonctionne dans la quotidienneté, avec une double dérive dans le système médiatique. La première est que l'information, c'est quand même un peu ennuyeux, ça zappe beaucoup, dérive vers le spectacle, qui tourne mieux. Et deuxième dérive, refus de la complexité et du long terme, parce que ça passe pas. L'image n'est pas capable de porter ça. Si bien que la gestion dans la décision politique est remplacée par l'effet d'annonce, lequel n'est jamais suivi d'une demande de résultat d'annonce, jamais suivi d'une vérification. Et l'horizon permis est celui de la semaine. Dans les bons cas, de l'horizon de la prochaine campagne électorale, jamais plus. Or, concernant les problèmes du réchauffement climatique, de la stabilisation financière d'un système fou, du chômage, c'est par dizaines d'années qu'il faut compter la durée du chômage. Et c'est sur des années, et probablement par dizaines, que le pouvoir doit expliquer son intention et les mécanismes. Impossible. Tout discours politique, je connais bien, j'en ai quelques milliers dans la peau, de plus d'un quart d'heure et prétendant expliquer quelque chose, sera résumé à 2 phrases. Alors, bien sûr, quelques gens l'auront direct, tout de même, le système transmet. Mais pour l'essentiel, 90% de l'humanité concernée va en recevoir 2 ou 3 phrases. De préférence, celle qui ouvre un conflit avec quelqu'un d'autre, il faut le spectacle. En abandonnant, celle qui explique quelque chose, puisque l'explication s'est ennuyée. Il n'y a donc plus, je suis ni au conditionnel ni dans la nuance, la possibilité d'une compréhension intellectuelle entre les électeurs et les élus n'existe plus. Désolé de parler aussi fort. Bon, enfin, alors que je peux bien me permettre de vous dire ce que je conclus d'une modeste expérience. C'est impavide et impitoyable. Et d'ailleurs, il y a des conséquences. Il faut lire le bouquin de Neil Postman, traduit en français pour sa 2e édition sous le titre « Se distraire à en mourir ». Ce prof américain des médias a un jour voulu résumer le message qu'il donnait à ses étudiants. Ça donne en anglais un bouquin paru il y a 25 ans ou 30 ans qui s'appelle « Amusing Ourselves to Death », pour lequel il n'a pas trouvé d'éditeur américain. Les médias sont puissants, on ne peut pas rigoler. C'est l'anglais, étranger, lointain, Penguin, qui a accepté. En France, la première édition, en français, fut universitaire, 1200 exemplaires, tout de suite bouffé, tout de suite oublié. Bon. Je suis un combattant de la traduction puis de la réédition, qui est sortie 40 ans après. Se distraire en mourir. Qu'est-ce qu'il dit? À partir du moment où la durée disparaît
on ne peut plus communiquer sur ce qu'il y a à faire sur le diagnostic et sur la décision, et donc pas échanger une utopie. Mais surtout, la rapidité de la communication moderne, ça s'aggrave avec Internet. Mais déjà, ça commence depuis la photographie. Ça s'aggrave avec la radio et la télé. Avilit la langue, interdit les nuances, les subjonctifs, les conditionnels. Tout ce qui donne sa véracité, son authenticité à un message. Ça devient un assommoir et trop simplificateur. Et ça interdit une compréhension intellectuelle mutuelle. Se distraire à en mourir. Le diagnostic de Neil Postman est celui d'un déclin de civilisation. Mes lectures, l'effondrement de Jared Diamond, je ne sais pas si vous avez vu ça, Oui. Comment est mort l'Empire romain, je ne sais pas comment on peut remonter de ce sabotage de la réflexion publique par le système télévisé, qui me paraît interdictif de l'essentiel de ce que nous faisons ici. Mais je suggère quand même que dans la Fondation, on se saisit du sujet pour regarder. Alors ça, c'est en plus mes réactions à tout à l'heure et à votre première question par rapport à ce que j'avais prévu de dire compte tenu de la table ronde et de son sujet. Alors, il me reste, Non, je crois que il je vous peux reste être très peu de rapide. temps, Michel Rocard. Je crois que je peux être assez rapide. L'utopie, je suis pas très Notez doué. ça, notez ça. Et je ne sais pas bien penser dans ce terme. Il m'a paru plus important de venir solliciter votre attention à tous à ce qui bloque, à ce qui interdit, à ce qui empêche que cette immense masse de propositions, de visions d'avenir, d'amorces de formes nouvelles, ce que disait au moins à l'instant, etc., tout cela doit grandir. Mais il faut passer du temps aussi à regarder ce qui empêche, ce qui bloque. Et je voudrais le localiser sous 4 rubriques. La première est l'argent. Nous sommes dans une crise de folie mondiale où, au moment où nous parlons, 750 000 milliards de dollars, 750 trillions, sont les liquidités internationales sans fondement enraciné dans une économie réelle, purement spéculative et fondée sur la confiance de l'autre dans le culot de la spéculation. Ça peut répéter, c'est 10 fois gros, comme les subprimes américains, ça peut répéter comme ce qui a entraîné la faillite de Lehman Brothers. C'est un résultat d'une génération de la cupidité. Notre chômage, maintenant intenable, aggravé de la précarité, est le pur produit d'une aggravation de la pression actionnariale dans les sociétés. Aggravation de la cupidité qui perd le sens des limites du possible. Etc., etc. Je m'arrête. Canaliser la puissance de l'argent, mettre des limites, faire accepter certains contrôles. La puissance bancaire est capable d'interdire que l'on prenne les mesures de sécurisation contre le risque d'explosion. C'est ce qu'elle fait en ce moment. La profession bancaire globalement, dans le monde entier, s'accepte elle-même comme passant à l'irrégularité, sinon à la fronde, en tant que collectivité. C'est quand même pas mal. Est-ce qu'on sera capable de mettre un terme à tout ça? Cette puissance bancaire est omniprésente dans la société. Elle empêche notre actuel gouvernement d'aller jusqu'au bout de la séparation nécessaire entre les banques d'affaires et les banques de dépôt pour que nos dépôts ne soient pas menacés dans la prochaine crise. Les banques disent, vous allez nous menacer, nous affaiblir. Nos clients, pour les marchés spéculatifs, pour les marchés commerciaux, à risque, vont partir en Angleterre. C'est vrai. Mais ça veut dire, je sais que l'orage menace. Je sais construire le paratonnerre, mais il me coûte trop cher. Je ne construis pas le paratonnerre. Parce que nous faisons, merci, la profession bancaire. Est-ce qu'on sera capable de ça? Ça, c'est le premier point. Le second problème bloquant, c'est le temps, de 2 façons. D'abord, la durée de fatigue de notre intellect. Je ne redis pas ici ce que je disais à l'instant. La réduction de notre conquête de savoir à la quotidienneté. Ce que transmet le système médiatique, c'est ce qui fait événement, ce qui fait choc. Le reste disparaît, sauf les livres. 10 000 lecteurs, là où il nous faudrait 5 millions. Saurons-nous faire ça? Mais deuxièmement, je ne sais pas comment... Souvenez-vous une phrase de Keynes, 1930. Vous savez, une fois qu'on aura cessé d'être idiot et que les puissances publiques sauront traiter la crise comme elles le méritent et avec intelligence, ces propositions, je suis plus inquiet, moi, de la suite, parce que l'humanité est en train de résoudre son problème économique. Mais dans des conditions telles que, avant la fin du siècle, c'était à 70 ans, la fin du siècle, c'était l'an 2000,
Il suffira de 3 heures par jour ou de 15 heures par semaine de travail salarié productif pour que l'humanité subvienne à ses besoins. Le chômage et la différence sociale entre le pronostic, que je crois juste, du vieux Keynes et notre capacité sociale à en tenir compte. Et dans l'actuel état de la France, 5 millions de demandeurs d'emploi. Et c'est au point, comme ils sont en augmentation absolument constante, malgré les tragiques dénis d'un gouvernement qui n'y peut rien puisqu'il est débordé, mais qui s'obstine à nier cette réalité parce qu'il a peur. Et parce qu'en quotidienneté, on n'a pas le droit de dire des mauvaises nouvelles en plus. La contrainte est là. Je ne sais pas comment on retrouve du travail pour tout le monde à moins de 28-29 heures la semaine. Sommes-nous prêts à ça? Et puis surtout, Vassili Laontiev, l'immense économiste, disait la même chose. Mais il ajoutait, quel dommage que tout ça soit du temps de plus pour regarder la télévision. Donc, je voudrais que le temps a dégagé. Nous réfléchissons à quoi en faire. Les Français ne chantent plus. Allez au bal du 14 juillet. Quand ils entonnent la Marseillaise, c'est toujours entonné faux. Et il n'y a plus jamais d'autre occasion où on chante. Nous ne connaissons plus la fête autrement que marchande. Nous n'avons plus assez de temps pour nous occuper de nos mômes, soutien scolaire, etc. Il faut retrouver une société du non-marchand et du temps libre. C'est en pointillé dans le projet de Aumont tout à l'heure. C'était l'argent. Troisième, c'est la compétition. Alors il faut que je m'arrête. Monsieur le ministre, c'était formidable. Mais on va essayer de laisser parler aussi un petit peu vos camarades. Merci beaucoup, monsieur Rocard. Formidable. C'est pas tous les jours qu'on a Michel Rocard à une table ronde. Et la conviction. Et la nation. Et la nation, parce que son autoritarisme et son arrogance sont l'empêchement à tout ça. Écoutez, il faudrait peut-être commencer à y penser aussi. Bonne chance. Justement, la question que je ne vous avais pas posée, c'était là-dessus, parce que j'ai remarqué dans un excellent entretien de France Culture qui a été reproduit dans la revue France Culture Papier, 24 pages d'interview de Michel Rocard. Il y a notamment ce point-là sur la souveraineté nationale qui bloque tout. Et donc moi j'ai compris les blocages et je pense que c'était important de les dire parce qu'ils nous empêchent de respirer et aussi ils nous empêchent de nous projeter en avant. Je voudrais, puisqu'on a pas mal parlé de connaissances, passer tout de suite la parole à Tanième pour voir quelle est, votre utopie. C'est-à-dire que là, on a parlé avec Michel Rocard très bien de ce qui bloquait, mais de ce qu'on pouvait imaginer. Il y a une utopie dont vous avez parlé qui m'intéresse beaucoup, c'est l'utopie d'un gouvernement, enfin d'un pouvoir mondial, d'une coordination mondiale, puisque tous les problèmes ne sont plus au niveau de la nation, mais au niveau international. On l'a très bien compris dans ce que vous l'avez dit. Donc, ensuite, il y a ce problème de connaissance. Vous avez dit, on n'a pas le temps de lire, on n'a pas le temps de s'informer correctement, il n'y a pas assez de pédagogie, etc. Et on ne le fait pas. Alors, Tanième, vous avez, ça c'est votre combat, j'allais dire. Oui, alors, mon utopie, en fait, normalement, au départ, une utopie, c'est, je crois, un rêve qui n'atterrit jamais. Il se trouve que dans mon cas, on va dire l'utopie que je poursuis depuis maintenant une dizaine d'années, en fait, elle a atterri. Et d'ailleurs, j'étais avec Michel Rocard à Los Angeles avec Jean-François Caron il n'y a pas très longtemps pour voir une de ces utopies qui a fonctionné et qui est depuis devenue un cas exemplaire de développement durable, classé à l'UNESCO, etc. Donc simplement, moi, mon utopie depuis 10 ans, pour faire court, j'ai passé d'abord une bonne partie de ma vie dans les grandes entreprises, puisque j'étais partenaire chez McKinsey. Et ensuite, depuis 10 ans, j'ai monté en fait une ONG qui est une sorte de rêve éveillé, on va dire. L'idée, c'est de faire du durable, mais de manière concrète. C'est-à-dire, moi, je voulais faire des choses pratiques et pas rester assis sur une chaise. Et donc, l'idée, très vite, c'est que en peu de temps d'incubation de projet, je me suis rendu compte qu'on n'y arriverait pas avec le durable à la manière classique, des écolos, etc., mais beaucoup plus par ce que j'appelais à l'époque l'intelligence collective. Donc je me suis dit, la clé, c'est le partage des savoirs. On ne pourra pas y arriver à ce qu'on a vu tous les sondages. C'est pas possible que ce soit le politique ou des experts ou des scientifiques qui donnent la réponse. Il faut que chacun fasse le chemin qui lui correspond. Donc je suis partie en quête à l'époque, il y a 10 ans, en incubant des projets. L'une des utopies que j'ai poursuivies à l'époque, c'était les wikis, qui ont donné Wikipédia.
Donc c'était possible. Et donc toute l'idée, c'était de dire, on va faire des expérimentations qui fonctionnent en matière durable, et ensuite leur appliquer le wiki, c'est-à-dire diffuser les savoirs à tout le monde. C'était à la fois le Lego, le do it yourself, faites-le vous-même, et c'était le partage sans limite des connaissances, gratuitement. Donc moi, ça fait 10 ans que je fais ça en tant que bénévole. Et c'était l'idée de s'appuyer sur des communautés d'acteurs, des chercheurs, des enseignants qui mettent les mains dans la pâte. Voilà. Alors l'intérêt de cette démarche, c'est que ça a marché, comme je vous le disais, je prends juste un chiffre. Bedzet, c'est un écoquartier que j'ai accompagné à Londres dans les années 2000, 80 logements qui réduisaient l'empreinte écologique de l'homme de moitié. Et c'est pas du tout le retour à l'âge de pierre, au contraire, c'est sympa, ça marche, etc. Aujourd'hui, avec cette méthode qu'on a appliquée, on a plus de 2 millions de logements dans le monde qui ont été construits comme ça. Donc ça aussi, c'est une utopie qui a fonctionné. Et toute la clé, c'était la viralité. Rendre les savoirs complètement viraux en montrant aux gens, en donnant envie, en montrant que c'est sympa, que ça marche, etc. Vous parlez de pollinisation aussi. Je parle de pollinisation parce que vous savez que les abeilles, ça pollinise la planète. C'est 80% de ce qu'on mange, c'est les abeilles qui pollinisent. Et les abeilles ont la particularité de le faire sans savoir. Elles butinent, elles s'amusent, elles font leur vie, et il se trouve que c'est utile. Mais elles ne le font pas pour gagner de l'argent. Elles le font non plus parce qu'on leur demande. La reine ne leur dit pas où aller. Alors, ce qui est plus intéressant, on en a beaucoup parlé juste avant avec l'économie du partage. Vous avez vu donc ce qui se passe avec KissKissBankBank, WeShare, etc. Célia a parlé de Hack Your PhD. Bon, il s'est passé effectivement, dans l'utopie que je poursuis depuis 10 ans, il y a eu un tournant, à mon avis, qui s'est passé vers les années 2008. Au moment où le système principal s'est cassé la figure, il y a des tas de gens qui ont dit on en a marre d'être dépendant des banques, on en a marre d'être dépendant de l'obsolescence accélérée, des industriels, etc. Donc, on va bidouiller nos propres modes de vie. Et c'est quelque chose qui a été une lame de fond qui a démultiplié ce que je faisais depuis 10 ans. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on peut être assez optimiste. On l'a vu dans les tables rondes d'avant, les jeunes, la génération Y, Mademoiselle Duez a très bien dit, hein, les jeunes ne sont pas dans cette espèce d'attentisme, ils sont pragmatiques. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ils font les choses. Alors, je vais illustrer mon propos par un point qui me semble essentiel, c'est la question même du partage dans la science et la question même de qu'est-ce que c'est que la connaissance. Il se trouve que je travaille avec un bonhomme assez extraordinaire qui s'appelle François Tadei. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. C'est le patron du centre de recherche interdisciplinaire qui est donc entre Paris 5 et Paris 7. Donc c'est en fait un polytechnicien qui est parti à l'INSERM. Et sa spécialité, c'était les sciences de l'apprendre et les sciences de l'accélération. Donc il a travaillé sur des bactéries, en se demandant pourquoi les bactéries arrivent toujours à anticiper et à résister aux antibiotiques. Et dès qu'on en administre un, elles ont déjà évolué, donc on n'arrive jamais à s'en débarrasser. Donc il a fait un protocole, je vous le passe en cours. En gros, l'idée, c'était qu'il leur administrait des protocoles pour les tuer, les uns après les autres, puis à la fin, il regardait ce qui restait. Donc mettons, le premier coup, il faut courir plus vite, mettons. Le deuxième coup, il faut avoir des cheveux longs parce qu'il fait froid. Le coup d'après, il faut manger plus vite parce qu'il y a peu de choses à manger. Donc toute une série de protocoles comme ça pour tuer les bactéries. À la fin, il restait une seule espèce. Et cette espèce avait une particularité très très intéressante. Elles avaient un seul gène de plus que les autres, qui était le gène d'apprendre à apprendre, et d'apprendre à désapprendre, et surtout de coopérer. Ça veut dire que dès qu'une bactérie avait compris qu'il fallait avoir des cheveux longs, elle disait à toutes les autres qui s'adaptaient. Le coup d'après, il fallait courir plus vite, elle leur disait. Et donc, ce que dit François, c'est que le partage, en fait, c'est la clé. Oui. C'est ce qui a permis à ces bactéries de passer à travers tous les protocoles et de survivre, parce qu'elles partageaient et qu'elles coopéraient tout en même temps à vitesse grand V. Ça, c'est vraiment une première leçon que je trouve intéressante. La seconde, c'est que ça pose même la question de qu'est-ce que c'est que la connaissance. Parce que vous imaginez bien que les bactéries ne changent pas des idées avec un langage. Et en fait, on démontre dans les sciences de la vie, dans ces travaux, que finalement la connaissance est un protocole. C'est un protocole d'échange. Voilà. C'est rien que ça. Alors si vous prenez un caméléon, la connaissance dans son cas, c'est il change de couleur, il devient rouge, il devient noir, etc. Donc sa connaissance à lui, elle est instantanée, elle est purement sensorielle. Nous, on peut faire un peu mieux déjà parce qu'on peut se dire, il fait chaud. Hier, je me souviens qu'il faisait chaud. Donc ma connaissance peut être aussi un souvenir de quelque chose que j'ai vécu. Donc il y a un sensoriel, on va dire mémoriel. Mais plus intéressant, on a un troisième niveau de connaissance qui est la culture. C'est-à-dire que moi, j'ai pas connu les Gaulois, j'ai pas connu tout ça, mais je l'ai appris. Et comme ça, j'ai appris des recettes pour se faire plus vite. Donc quand on met tout ça ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la clé de la résilience d'une espèce, c'est le partage, et c'est notamment la culture. C'est pour ça que moi, tous mes travaux, et c'est là où je suis en train de vous dire que c'est pas une utopie, je crois que la culture du partage est en train de révolutionner les modèles, tant dans l'économie que, on l'a vu sur Wikipédia. Maintenant, on le voit avec ce qu'on a vu tout à l'heure, KissKissBankBank, etc., les finances et tout ça, donc ça touche l'économie. Aujourd'hui, avec le partage, on avait pu faire du Wikipédia, donc des connaissances en ligne. Maintenant, on sait faire des tracteurs. On s'envoie des recettes, on fait des tracteurs en quelques jours. On fera des voitures bientôt. On fait une voiture déjà en 3 mois, 40 bénévoles, on fait une voiture qui consomme 2,3 litres au 100. Ça s'appelle Wikispeed, c'est une voiture en wiki. Et moi, avec mes travaux de développement durable, tout l'enjeu que je voulais démontrer, c'est qu'on peut faire du durable en partage. Et dès qu'on a trouvé une recette qui marche, on la file à tout le monde, c'est les bactéries.
Mais à partir du moment où ces bactéries s'occupent des modes de vie durables et qu'elles envoient un signal positif à tout le monde, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors, un dernier point que je dirais, c'est qu'avant, le partage, c'était compliqué. Parce que si je vous donne un bout de mon sandwich, j'ai la moitié en moins à manger. Donc, je perds un peu quand même. Mais grâce à Internet, quand je partage, non seulement je ne perds pas, mais en plus, je gagne. Parce que je gagne en réputation, on va me mettre un like, je vais avoir un tweet, donc j'ai une bonne réputation, je vais avoir des followers, donc je suis gagnante. En plus, il y a une réciprocité. Donc tout ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, je crois que la culture du partage, c'est vraiment une révolution. Je pense que c'est aussi important que l'arrivée d'Internet, et c'est peut-être même plus encore que l'arrivée de l'écriture ou de l'imprimerie par Gutenberg, c'est qu'aujourd'hui, on peut partager, comme disait Mademoiselle Duez, on peut partager avec n'importe quel autre bout du monde. Il faut juste le vouloir. La clé, pour moi, c'est l'éthique du partage, qui fait qu'on a envie de partager plutôt que de garder pour soi. Oui, merci beaucoup parce que j'y pensais tout à l'heure en écoutant Madame Duez ou Mademoiselle Duez. Elle disait, on est très pragmatique, et vous-même vous l'avez dit, vous êtes très pragmatique, mais en même temps, votre utopie finalement, c'est peut-être ça, c'est le partage. Parce que, vous savez, le partage, il n'y a rien de plus compliqué. Et l'éthique du partage dont vous parlez, il n'y a rien de moins partagé, dans certains milieux en tout cas. Donc je pense que cet axe-là, de la même façon que la mondialisation, la gouvernance mondiale d'un côté, ou en macro et en micro, le partage avec une éthique du partage, c'est déjà une utopie. Appelons ça un nouveau pragmatisme, c'est possible, mais en tout cas c'est déjà ça. Alors on va continuer ce tour de table pour essayer d'avancer là-dessus. Moi j'ai envie de demander à M. de Sertine, qui est à Philippe de Sertine, qui est vraiment l'économiste, un vrai économiste, mais en tout cas un économiste qui aime bien partager son savoir. C'est ce que j'aime bien chez lui, et il le partage toujours très clairement. N'empêche que j'ai envie de vous agresser en vous disant, vous autres, les économistes, et vous notamment qui travaillez beaucoup sur la finance, puisque c'est votre sujet, vous êtes des tueurs d'utopie finalement. Alors, est-ce que vous, en tant que Philippe Dessertine, je ne sais pas, en tant que représentant du Haut Conseil des finances publiques ou je ne sais pas trop quoi, est-ce que vous avez une utopie à partager avec nous? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui. J'ai une utopie. D'abord, je pense que les financiers ne sont pas des destructeurs, ce sont peut-être des constructeurs d'utopie. Mais ça, il faudrait y revenir. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis totalement d'accord avec Monsieur le Premier ministre, et plein de choses avec lesquelles je suis totalement désaccord. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est le 5 juin, c'est-à-dire on est la veille du 6 juin. C'est-à-dire qu'il y a 69 ans, il y avait des gamins qui venaient se faire tuer sur les plages de Normandie, qui étaient nés au Wisconsin, au Texas, etc., qui ne savaient même pas où était l'Europe, qui sont venus se faire tuer. Pourquoi ? Pour que cessent des régimes qui soient des régimes fermés sur eux-mêmes, d'exclusion, de modes de fonctionnement totalement autonomes, totalement autarciques. Et pour aller vraiment dans un résumé ultra rapide de toutes les horreurs que cela pouvait signifier. L'utopie que l'on pouvait poursuivre à ce moment-là, l'utopie extraordinaire à mon avis qu'on doit toujours avoir, et tout à l'heure je vais réagir aussi à un truc qui m'a fait sursauter dans votre présentation, c'est sur l'Europe, c'est de dire que au fond, le 6 juin 1944, ça parle plus aux gamins d'aujourd'hui. Pourtant, ça devrait leur parler un tout petit peu parce qu'on a l'impression que la guerre, c'est devenu abstrait. On nous parle de gaz sarin en Syrie et moi, ça m'affole aujourd'hui. L'utopie, c'est de dire que l'humanité peut fonctionner ensemble. Et je crois que s'il y a quelque chose d'absolument formidable, fantastique dans la révolution économique que nous connaissons, que l'on appelle la mondialisation, souvent d'ailleurs pour la qualifier de la manière la plus négative possible, c'est qu'aujourd'hui, en 2013, jamais l'humanité n'a été aussi nombreuse, jamais nous n'avons été 7 milliards et quelques d'individus, et jamais dans l'histoire, l'humanité n'a fonctionné ensemble comme elle fonctionne aujourd'hui. Et donc je crois que nous sommes en ce moment en train de rechercher, d'approcher une utopie extraordinaire dont effectivement nous, pays occidentaux, nous, pays riches, nous touchons à un certain nombre de conséquences négatives, mais qui est quand même, on doit s'en rendre compte, on doit s'apercevoir de ce que ça veut dire, qui est un fonctionnement de l'humanité ensemble, qui se traduit entre autres, et là on parle beaucoup de milliards, mais qui s'est traduit par exemple dans la décennie 90-2000
par 1,5 milliard, pas tout à fait 400 millions de personnes qui sortent du seuil de pauvreté. Et quand on dit sortir du seuil de pauvreté, je suis sûr que vous allez contester souvent ces éléments-là, mais on a des statistiques par rapport à l'élévation du niveau de vie, par rapport à la baisse de la mortalité infantile, par rapport à tout un certain nombre de choses comme ça, qui ne sont pas négligeables, qui sont fondamentales. Je crois que l'utopie que l'on peut avoir, c'est bien celle-là. La crise que nous vivons aujourd'hui est en réalité une crise de ce modèle global, de cette mondialisation, et tout particulièrement, et là vraiment quand on regarde les choses en face, c'est la place de l'Occident là-dedans. Le problème de cette crise, c'est la crise de la dette occidentale. C'est d'abord cela, c'est le problème de cette transformation d'un monde global, on va dire, qui suppose la fin d'un monde d'avant où l'Occident était ultra dominant sur le reste de la planète. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que ce qui est notre énorme défi aujourd'hui, et notre défi en particulier à nous d'occidentaux, c'est que le modèle économique sur lequel nous allons devoir nous appuyer doit être un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, qui peut inclure de la musique de temps en temps... On vous laisse 5 minutes de plus, de toute façon. Hein. D'accord. Donc juste, je finis. Mais ce nouveau modèle économique, il est à nos portes. Ce nouveau modèle économique, il a déjà commencé, et je crois que les révolutions que vous avez évoquées ce matin et que vous venez encore d'évoquer à l'instant, je pense que vous avez raison, ce sont des révolutions qui sont à l'échelle de la révolution de l'imprimerie ou qui sont à l'échelle de la révolution industrielle. Eh bien, cette révolution du numérique, qui va aussi vers une révolution de l'énergie, qui va aussi vers une révolution agricole, sans doute les 3 grands piliers de la réflexion que nous devons avoir, elles vont nous permettre ultra vite d'inventer ce nouveau modèle. Et donc l'utopie vivre ensemble, qui est à mon avis l'élément absolument fondamental qui doit être notre perspective. Et vous voyez, je pense que l'Europe, quand elle, justement, après la guerre, dit vivre ensemble, c'est faire de l'économie, mais ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ce n'est pas du tout un manque d'ambition de la part de l'Europe. C'est effectivement casser avec cette horreur que nous avons vécue, qui effectivement, devenant abstraite aujourd'hui, fait que l'Europe économique, elle nous semble peut-être un peu finalement manquant d'ambition. Mais on doit se souvenir d'où nous venons. Et donc là, je crois que cette ambition, économiquement, on peut l'avoir. Et moi, c'est vraiment l'utopie absolue qui est la mienne aujourd'hui, dans la logique économique et dans la logique financière. Juste une question quand même. Parce que sur l'Europe, sur l'Europe, vous dites, ça nous a permis d'établir la paix, etc. Je suis d'accord, mais j'étais journaliste sur ces questions européennes pendant 20 ans. Donc je les ai vus, mais en même temps, les derniers pères fondateurs que j'ai pu interviewer me disaient peut-être que l'économie c'était un peu juste et peut-être qu'on aurait dû faire plus de culturel et d'éducation et faire ça dès le début. Bon. Et deuxièmement, quand je parle aujourd'hui à des jeunes autour de moi, de la génération Y par exemple, ils ne semblent pas très motivés par l'aspect strictement européen. Pour eux, comme vous l'avez dit et comme l'ont dit différents intervenants, c'est au niveau mondial que ça se passe. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu court l'aspect économique, parce que l'aspect économique qui se résout à l'euro, c'est un peu court. Quoi. Oui, mais je crois que lorsque, du point de vue européen, nous réfléchissons à ce nouveau modèle, qui doit être un modèle vraiment fondamentalement différent de celui que nous avons connu jusqu'à maintenant, et je le répète, avec une dimension du numérique et de la communauté que cela implique, avec une dimension énergétique, avec une dimension agricole absolument fondamentale, il y a quelque chose qui peut interpeller les jeunes Européens. L'Europe a une voix différente de toutes les autres voix du monde. Aujourd'hui, la seule chose, c'est qu'elle l'a perdue, ou en tout cas, elle ne l'exprime plus, parce qu'elle est dans un moment de mutation très profonde, qui est aussi d'une mutation politique. Moi, je ne crois pas qu'il y a eu nécessairement un manque du point de vue de la culture en Europe. Je ne crois pas qu'il y a eu nécessairement un manque dans le mode de fonctionnement de l'Europe. Quand vous êtes aujourd'hui un jeune en Europe, vous avez vraiment le sentiment d'appartenir à une communauté tellement évidente que parfois vous l'oubliez presque. Et ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. C'est une réussite inouïe. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'autre à trouver. Et je crois que ce nouveau modèle, l'Europe a vraiment, on va dire, des particularités tellement fortes qu'elle va pouvoir les mettre en avant. Simplement, effectivement, nous sommes juste à ce moment-là, et ce moment-là peut paraître angoissant, et à mon avis, il doit surtout être mis en avant comme étant un formidable défi
défi et non pas comme la tentation de revenir en arrière. Parce qu'en arrière, on va retrouver très vite les cendres. Les cendres, elles sont encore chaudes, elles ont 70 ans, mais elles sont encore chaudes, même si les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à le concevoir. Merci Philippe Dessertine. Alors, je vais passer la parole à Bettina Laville, qui est une avocate, une grande experte de développement durable, et elle est dans sa dernière livraison, la revue dont vous vous occupez, qui s'appelle Vraiment Durable, parle de la place de la femme dans le développement durable. Et alors, en lisant, en feuilletant cette revue, je me suis dit, est-ce que finalement l'utopie dont vous pourriez parler, ou une autre, c'est autour de la place de la femme dans le développement durable, ou est-ce que c'est le développement durable, est-ce que c'est encore une utopie? Tout à l'heure, notre ami disait les vieux écolos, on voulait dépasser ça. Donc comment quelle est votre proposition en termes d'utopie et de développement durable? Alors, je ne savais pas du tout qu'il fallait que je parle des femmes, mais ça ne fait rien. Non, mais c'est une idée que j'ai eue comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Non, alors, effectivement, la dernière livraison de la revue parle des femmes dans le développement durable, parce que j'ai été extrêmement frappée au sommet de Rio+20, ayant été la coordonnatrice de la France pour Rio, il y a 20 ans, de la place des femmes, et de la place montante des femmes, et du rôle des femmes. À Rio, on avait des diplomates compétents, extrêmement respectables, qui découvraient ces problèmes-là. Michel le sait plus que personne. Et à Rio+20, on avait dans toutes les délégations des jeunes femmes extrêmement compétentes, extrêmement militantes, extrêmement déçues du résultat, mais qui justement, comme Philippe vient de le dire, ne se décourageaient pas de ce résultat et se disaient il va y avoir autre chose. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai pas du tout été étonnée, moi, du sondage, pour deux raisons. La première, c'est que tout le monde, vous, nous, moi, nous pensons à la fois en ce moment tout et son contraire, parce que le monde est si complexe, comme l'a dit le premier Morin de façon remarquable, que nous sommes obligés de penser des choses très différentes, y compris pour effectivement mon sujet, qui est la défense de la planète. Jamais il y a eu autant de mobilisation pour l'environnement et pour l'écologie, et jamais nous ne sommes dans un danger plus grand. Nous sommes Michel Rocard, qui s'occupe des pôles, le sait parfaitement parce qu'il se bat sans parfois être entendu sur cette affaire. Hein. Eh bien, il est évident que nous sommes là, le danger, il est plus pour... Moi, je dis souvent, n'étant pas encore d'un âge trop canonique, que quand je me suis engagée il y a 30 ans dans ces affaires environnementales, je n'aurais jamais cru personnellement voir ce que je disais. De voir venir. Je me disais que c'était pour au moins mes enfants, voire mes petits-enfants. Eh bien non, c'est là et on le voit. Donc il y a une accélération du temps extraordinaire et je trouve que s'il y avait une définition d'utopie, c'est de dire qu'en ce moment nous sommes complètement sur la crête. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où ça va tomber. Je pense que Michel Rocard l'a aussi très bien dit. Par exemple, on a la récente table ronde, on a écouté de formidables promesses de collaboration et de culture nouvelle. Mais nous sommes aussi dans une acculturation, il faut quand même le savoir. Où ça va tomber? Est-ce qu'on est en train de forger une nouvelle culture? Je le crois. Alors, ok, ça va pas être la même qu'avant, mais c'est pas grave. Mais est-ce que ça va être une nouvelle culture qui d'ailleurs fait l'objet de la table ronde finale, je crois, c'est-à-dire d'un nouvel humanisme? Moi, je pense qu'on est exactement entre le 15e et le 16e siècle. C'est-à-dire qu'on découvre des choses absolument extraordinaires, mais en même temps, on abandonne un certain nombre de valeurs culturelles qu'on retrouvera après d'ailleurs au XVIIe avec toute la redécouverte des antiquités, etc. On en est là et on ne sait pas. Moi, ce qui me paraît très important dans le mot utopie, c'est d'abord qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, dont on a également parlé dans la revue Vraiment Durable, c'est l'Uchronie. Nous sommes dans une utopie, mais nous sommes dans une uchronie, vous l'avez dit encore une fois. C'est-à-dire qu'on a un extraordinaire raccourcissement du temps, ce que vous avez appelé la quotidienneté, et en même temps un besoin énorme de traiter les problèmes à long terme. Mais la crise sans fin, comme dit Myriam, eh bien, il est absolument, Revaud d'Allonne, eh bien, il est absolument évident que nous faisons une crise tous les jours, et nous sommes obligés de la traiter. Parce que avec le mouvement des châteaux de cartes, du papillon, des ailes du papillon, ben, il est évident que si nous ne traitons pas cette crise, et dans nos vies,
et dans les vies collectives, elles vont s'accentuer. Et en même temps, on a besoin d'une vision à long terme. C'est pour ça qu'on est sur la crête. Deuxième observation sur l'utopie. Moi, je pense que s'il y a... Alors, ça fait totalement bateau et ça fait, c'est épouvantable, fin de discours politique. Pourtant, c'est pas tellement mon genre. Allez-y. Le mot valeur aujourd'hui. Alors, moi, j'ai fait toute ma carrière dans le public, et puis un beau jour, je suis allée faire l'avocate dans le secteur privé, que je vais d'ailleurs quitter bientôt. Et créer de la valeur. Alors, il y a des entreprises comme ça qui ont des slogans, nous créons de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous faisons de l'argent. Il faut quand même être clair. Mais pour vous tous qui êtes rassemblés ici, créer de la valeur, ça veut dire créer du cœur, créer de l'échange, créer de la collaboration, créer du futur. Tant qu'on n'aura pas rassemblé dans ce monde qui, comme on l'a tous dit, je crois, ce matin, est quand même un monde dominé par la finance, eh bien, et la finance, en même temps, c'est utile, c'est l'échange, c'est ce qui mesure l'échange. Pourquoi les gens ils disent finalement on ne veut pas faire de sacrifice, mais si tout le monde en fait, on veut bien en faire. Parce qu'ils sont dans une création, justement dans un engagement de valeur d'équité. Mais ils trouvent qu'il y a quand même des gens qui donnent beaucoup, qui reçoivent peu, et des gens qui reçoivent énormément, et ça s'aggrave en ce moment. Et il y a quand même, il faut dire aussi des choses, il y a un certain nombre de pays émergents qui ne sont, enfin en tout cas de dirigeants de pays émergents, qui ne sont pas scandalisés par ce manque d'équité. Et je pense que là, il faut absolument travailler ça. Par exemple, pour retrouver mon image de la crête, on a dit, et encore une fois Michel Rocard l'a dit, qu'il y avait une crise terrible de la gouvernance mondiale. Il y a une crise de la gouvernance mondiale et il y a un risque de mort de multilatéral en ce moment, en particulier dans les négociations planétaires, etc. Moi je trouve que Hollande a un courage absolument extraordinaire d'inviter en 2015 la conférence sur les climats. Je ne sais pas ce qu'il va s'y dire, mais pour l'instant, personne n'est d'accord là-dessus. Mais en même temps, il y a un extraordinaire mouvement collaboratif, effectivement, comme vous l'avez dit, d'échanges entre collectivités humaines qui dépassent complètement le politique. Alors, c'est ça l'utopie, c'est de recréer quelque chose. Mais pour l'instant, vous avez deux mondes et tout notre problème du XXIe siècle, c'est de savoir si ces deux mondes vont collaborer, vont trouver une réconciliation ou vont s'affronter un jour. C'est-à-dire le monde des gens qui vont continuer sur les valeurs de cupidité, sur les valeurs d'accumulation, sur les valeurs de matérialité, et le monde des gens qui vont essayer de construire un humanisme nouveau à partir de la revisitation, non pas de l'utopie, mais du mot valeur. Je crois que merci parce que ça fait une bonne... Merci beaucoup pour cette excellente synthèse, parce qu'à la fin des fins, ces deux mondes-là doivent se parler. Et pour revenir à ce que disait Michel Rocard tout à l'heure, le pouvoir médiatique doit aussi s'intéresser, parce que je suis très frappé d'une chose, c'est que ce qui se dit là, les échanges qu'on a, les témoignages qu'on a là, la presse et les médias traditionnels en rendent peu compte. Pour ma part, j'ai essayé à plusieurs reprises et j'essaye encore de le faire, mais je veux dire, il faut le savoir. Donc, pour que ces deux mondes se parlent, il faut que les médias fassent leur boulot, et j'en prends ma part, de se faire se parler. Je vous remercie vraiment de cet échange. Ce n'est pas un échange, je suis tout à fait désolé parce qu'on n'a pas tout à fait assez de temps, mais en tout cas, je pense que vous avez été concret, vous êtes aussi bien sur l'éthique du partage, qui me semble un point clé sur la globalisation et sur le fait que ces deux mondes se parlent. On a des pistes là qui peuvent nourrir une utopie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.